Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir pour cette table ronde sur l'immobilier de prestige. Nous allons faire un point sur le marché et nous allons parler des métriques de performance. Pour ce faire, j'ai deux invités en plateau avec moi. Laurent Demeure, bonjour. Alors, prenez votre micro, comme ça on vous entendra mieux. Vous êtes le président CEO de Coldwell Banker Europea Realty et Alexis Radjabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Europe de l'Ouest de Priceable. Alors, peut-être une petite présentation de Priceable. Oui, bien sûr. Donc, Priceable est un leader technologique sur les sujets de l'estimation et de l'analyse immobilière en Europe. On est présent dans 10 pays et présent aussi, du coup, on accompagne des clients comme les agents immobiliers et les promoteurs et les asset managers dans ces différents sujets d'analyse et d'estimation immobilière. Donc vous récoltez de la data, vous analysez les données pour en faire des stratégies, on va dire. Absolument. Alors, Coldwell Banker, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, une petite présentation. Bien sûr, nous sommes un réseau immobilier mondial. Nous avons été créés en 1906 à San Francisco. Nous sommes l'entreprise qui est la numéro 1 sur le marché américain et nous sommes une entreprise qui a une division d'immobilier de prestige depuis 1933. Et nous exerçons aujourd'hui dans 50 pays avec plus de 3500 bureaux. Et nous sommes en France depuis 12 ans. Et nous avons 53 bureaux en France. Alors, qu'est-ce qu'on appelle immobilier de prestige ? Alors, c'est toujours très difficile de définir l'immobilier de prestige. Alors, le critère le plus objectif, c'est le prix. Et mondialement, on considère qu'un million dans l'unité du pays, que ce soit $1 million, $1 million d'euros, ou $1 million de pounds, ou $1 million de francs suisses, c'est le début de l'immobilier de prestige. Donc, c'est la barre, en fait. À partir de 1 million, on est plus ou moins dans l'immobilier de prestige. Voilà. Ça s'aligne sur les études bancaires. Les millionnaires commencent à 1 million. Voilà, tout simplement. On parle parfois aussi d'immobilier haut de gamme. C'est à peu près la même chose ? C'est à peu près la même chose. Haut de gamme, prestige, luxe, ultra luxe, premium. Alors, premium, c'est légèrement en dessous. C'est entre 500 000 et 1 million. Et à partir d'1 million, on est dans le haut de gamme qui se subdivise entre prestige, luxe et ultra luxe. Alors, vous êtes tous les deux présents au Rent cette année. Peut-être un petit mot sur le salon avant de rentrer dans le vif du sujet ? C'est un très beau salon. Je suis très heureux d'être là cette année. Je trouve que cette année, c'est encore un plus beau salon que d'habitude. On nous parle de marché tendu, on nous parle de problèmes, mais on voit que le Rent, en tout cas lui, et la nouvelle technologie, ça marche très très bien. Ça marche bien malgré cette période un peu compliquée. Priceable, pareil, vous avez un stand ? Oui, absolument. Le Rent, c'est toujours un rendez-vous très important pour nous. Il y a 4 ans, on était sur un des petits stands avec les startups. 4 ans plus tard, on a un beau stand à l'entrée. On est très heureux et c'est l'occasion de rencontrer tous les gens de l'écosystème chaque année. Et alors justement, le Rent, c'était l'occasion pour vous de dévoiler les résultats d'une étude qui a été réalisée à votre demande, Laurent. Alors, quand je dis vous, c'est évidemment Coldwell Banker. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur une étude qui a été réalisée sur le marché de prestige ? Quand a-t-elle été réalisée, cette étude ? Du coup, on l'a réalisé en octobre afin de capter un maximum d'informations sur l'année 2023 et un maximum de signal de marché. Et on a repris l'historique sur les 5 dernières années des annonces de biens de prestige avant d'étudier les bonnes tendances et les évolutions et de savoir et de capter comment se comporte le marché de prestige comparé au marché général. Donc pour comparer aux 5 dernières années. Voilà. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on compare sur les données des annonces. Pourquoi ? Parce que les annonces donnent une vision du marché en temps réel. Quand on parle des statistiques du prix de l'immobilier et autres, les statistiques des notaires notamment, ce sont des statistiques de ce qui s'est passé il y a 9 mois. C'est-à-dire le temps de l'offre, le temps de la promesse de vente, le temps de la cote antique et le temps de traitement statistique. Donc il y a toujours 9 mois de décalage. Les statistiques sur les annonces immobilières nous donnent un flash immédiat du marché actuel en temps réel. Et donc des intentions. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit point macroéconomique avec vous, Laurent, sur ce marché de l'immobilier de prestige ? Alors, le marché de l'immobilier de prestige, c'est un marché qui est connecté sans être proportionnellement connecté au marché immobilier classique. C'est-à-dire que le marché immobilier classique, aujourd'hui, est en souffrance. Le marché de l'immobilier de prestige se porte beaucoup mieux parce que la clientèle de l'immobilier de prestige, naturellement, a plus de moyens financiers, a accès à des solutions de financement beaucoup plus compliquées et donc trouve beaucoup plus de solutions et n'est pas forcément une clientèle qui a besoin d'acheter pour revendre. Oui, parce que c'est vrai. Qui a besoin de vendre pour acheter, pardon. Donc, après, il est comme tout marché, il ne peut pas se porter de manière lunaire, extraordinaire, quand l'ensemble de l'économie est en souffrance. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il a ses propres déterminants. Et on le voit dans l'étude, il évolue différemment quand même de l'immobilier classique.
et il se porte mieux. Il se porte mieux, il est résilient parce que c'est un moyen de se protéger contre l'inflation, c'est un moyen de se protéger, de sécuriser son patrimoine. Donc il y a un ralentissement, mais qui est moindre que l'immobilier classique, en résumé. Il y a un soft landing, on va dire. D'accord. Qui sont les acheteurs? Alors là, je ne sais pas qui d'entre vous va me répondre. Qui sont les profils des acquéreurs de l'immobilier de prestige? Je dirais les profils des acquéreurs d'immobilier de prestige, je dirais des gens qui ont réussi dans la vie, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde des entreprises, que ce soit dans le monde des nouvelles technologies. On a des futurs clients. Vous confirmez ça, Alexis? J'espère. Bien sûr. Donc, ce sont des gens qui ont réussi dans leur métier et puis qui ont généré des revenus importants. Et à partir de ces revenus, ils investissent dans l'immobilier de prestige. Et aussi, c'est des clients nationaux, européens et internationaux, mondiaux. Notamment beaucoup d'Américains qui s'intéressent à la France actuellement et beaucoup de pays de Avec l'Europe. un dollar très fort. Avec un dollar fort, avec une inflation très forte aux États-Unis. Donc, ils viennent chercher plus de stabilité sur le marché français. Les taux sont beaucoup plus élevés d'ailleurs aux États-Unis. Hein. Ah oui, les taux d'emprunt aux États-Unis, on est à du presque 6,5-7 aujourd'hui. Donc des Américains, beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains. Qui sont revenus d'ailleurs, il y avait eu une petite pause avec le Covid. Ils sont revenus fortement. Je veux dire, juste comme ça, anecdotiquement, moi sur les 15 derniers jours, j'ai eu un client américain qui nous était envoyé par notre bureau de Miami Beach, qui vient pour acheter un appartement entre 3 et 5 millions sur Paris, un pied-à-terre. Et un autre client américain qui veut acheter une propriété jusqu'à 8 millions, soit le sud de France, soit le sud de l'Italie. Voilà. Typiquement des exemples concrets. Alors justement, Alexis, quelles sont les villes où l'immobilier de prestige cartonne pour... En fait, en regardant l'étude, en étudiant un peu les données, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des tendances, un vrai découpage du territoire. En fait, on va avoir l'axe ouest qui a vraiment vécu une surchauffe ces dernières années post-Covid, où vraiment l'immobilier est devenu très attractif. Et qui aujourd'hui se replie. On a vraiment un repli sur ces marchés. Ces marchés-là, c'est Nantes, Bordeaux, Biarritz, où on a vraiment une baisse, -4 à Nantes, -3 à Bordeaux, où vraiment on voit que sur cet immobilier de prestige, il est impacté négativement parce que c'était des marchés qui ont vécu une très grosse croissance pendant des années. Et ça, c'est pareil pour l'immobilier classique. Hein. Bordeaux, c'est la ville qui connaît la plus grosse baisse des prix de l'immobilier. Ensuite, sur les marchés plutôt du sud de la France, que ce soit la Côte, mais même Aix et Annecy, on voit qu'il y a une vraie attractivité qui est maintenue, des tendances à la hausse. Cannes qui fait plus 10% sur 12 mois. Oui. Donc on a encore une vraie tendance, un vrai dynamisme sur ces actifs-là dans le sud de la France. Et enfin, on va avoir les grandes villes, que ce soit Lyon ou Paris et leur région, qui eux vont se maintenir au prix d'il y a 12 mois. Donc on a vraiment un maintien des prix, une résilience, comme Laurent dit, sur le marché de l'immobilier de prestige, là où le marché parisien aujourd'hui est en baisse sur le marché classique de l'ancien. Alors pour la Côte, encore une fois, c'est pareil, enfin c'est les mêmes tendances que l'immobilier classique, hein, puisque les villes Nice, Cannes, ce sont des villes où on voit encore les prix de l'immobilier classique augmenter. Absolument. Alors les tendances, oui, la tendance générale. Après, les variations ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà, les variations sont différentes. Ce qui est important, et ce que dit Alexis, et c'est vrai que la façade atlantique avait surperformé. Vraiment, il y a eu une attractivité extraordinaire de la façade atlantique. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Je dirais post-Covid, il y a eu une envie de respiration. Les gens étaient enfermés, ils ont envie de respirer. Ils voulaient respirer l'air marin, donc ils sont partis sur la façade atlantique. On avait des prix qui étaient raisonnables encore. Et il y a eu aussi des attractivités au niveau des communes, des maires, notamment Bordeaux, qui a été une ville qui est devenue à la mode à l'époque d'Alain Juppé, qui l'a modernisée et qui devenait une sorte de San Francisco européen. Et donc il y a eu une ville comme Nantes aussi. Enfin, vraiment, ces villes ont surperformé. L'arrivée des lignes à grande vitesse aussi, qui permettaient de relier Paris à Bordeaux très rapidement. Donc il y a eu cet effet mode, et on voyait nous des clients, des jeunes millennials à Londres, qui voulaient faire des placements et qui nous parlaient de placer à Bordeaux leur argent. D'accord. Voilà. Comme tout marché en surchauffe, il y a un moment, le marché se corrige. Et en bourse, on dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. En immobilier, c'est pareil, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc il y a une correction. Et cette correction, je dirais, c'est qu'elle est naturelle, elle est logique. C'est une alternance de cycles. On passe d'un cycle qui était ultra favorable aux vendeurs à un cycle qui devient plus favorable aux acquéreurs, qui commencent à avoir un petit peu du choix. Le Sud de France, comme dit Alexis, les prix continuent de monter sur les annonces. Ce qui veut dire que les vendeurs continuent de penser que les prix vont
poursuivent leur hausse sur le Sud de France. Après, les raisons pour moi sont le Sud de France, on revient dans une période d'inflation, on revient dans une période de relations internationales très compliquées et très insécurisantes, Oui. avec des conflits, à des vraies valeurs. Et on se dit, si je dois placer mon argent, et on le voit nous avec des clientèles étrangères, des pays du Middle East, qui viennent réinvestir sur Cannes, sur Nice, pourquoi ? Parce que là, ils savent que leur argent est en sécurité. Et c'est donc cette clientèle-là qu'on vient capter, qui vient sécuriser son patrimoine, parce que le Sud de France, que ce soit Cannes, Et est-ce que la Côte c'est vrai? d'Azur, Est-ce que leur argent est vraiment en sécurité? oui, la French Riviera elle fait toujours rêver dans le monde Ça depuis restera toujours des là. siècles, et elle fera toujours rêver tout le monde. On a des endroits uniques. Hmm. Paris, on est en stabilité sur les annonces. Ce qui veut dire que les vendeurs n'anticipent plus la hausse. Ça veut dire que les vendeurs ont compris que le marché parisien se corrigeait un petit peu naturellement. Paris reste un petit marché dans l'absolu en volume. Ce n'est pas un énorme marché immobilier, c'est 30 000 transactions annuelles. D'accord. C'est pas énorme dans l'absolu. Mais ça peut anticiper quand même, quand on le voit, si on va aller dans le détail, que c'est des arrondissements, le 16e, la rive gauche, qui continuent de surperformer. Pourquoi ? Là encore, la sécurité, la qualité du placement, la qualité de l'investissement. En revanche, les arrondissements qui avaient surperformé un petit peu sur des effets de mode, L'Est plutôt parisien. l'Est parisien qui s'était boboisé, Ouais. ceux-là sont plutôt en repli Oui, aujourd'hui. ça retombe, oui. Voilà. Alors, Alexis, on voit bien deux tendances. Il y a les investisseurs, comme l'a dit Laurent, qui veulent quitter la vie citadine, qui veulent se mettre au vert, se mettre au bord de la mer, de l'océan. Et puis, les investisseurs qui, au contraire, veulent plutôt un pied-à-terre à Paris, par exemple. C'est ce que vous constatez Oui, en fait, bon, déjà Paris est une ville capitale mondiale, donc il y a toujours une attractivité du luxe et des investisseurs étrangers pour Paris. Si on sort du cas particulier de Paris, il va y avoir deux raisons principales pour décider d'acheter ce type de bien dans une ville ailleurs en France. Ça va être soit le choix de bouger d'une vie citadine à une autre vie citadine, mais de qualité, de meilleure qualité, un meilleur climat, par exemple? une vie connectée. Et donc là, par exemple, on va avoir des villes comme Annecy ou Cannes, qui sont des villes, mais dans lesquelles la qualité de vie ou le climat ou en général le climat dans lequel C'est on vrai, vit. Annecy avec le lac, les montagnes, Voilà. à côté de L'air pur. l'air pur, Et donc là- c'est paradisiaque. Absolument. Et du coup, là, on va chercher, en général, l'acheteur va chercher entre 140 et 160 mètres carrés, 5-6 pièces, et ça va lui permettre de vraiment répondre à sa demande, qui est une vie citadine, mais d'une qualité bien meilleure que ce qu'il avait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est des acheteurs français. Hein. Oui, bien sûr. Et les acheteurs français qui vont aller plutôt sur la côte ouest, plutôt dans des villes et qui recherchent du coup plutôt plus de mètres carrés, vont aller à Bordeaux, à Aix, à Nantes. Et là, on est sur 230 mètres carrés à 250 mètres carrés habitables, plus de 6 pièces. Et on est vraiment dans une démarche où je sors de la vie citadine. Je veux avoir 2-3 pièces en plus, avoir une chambre pour mes enfants, avoir un grand jardin, un grand garage, etc. On est dans une démarche différente, un projet de vie qui est différent, dans des maisons d'un certain standing. Oui, alors si on fait de la tendance sociologique, ce qu'on voit, c'est que les millennials, jeunes couples sans enfants, restent dans les grandes villes. Ils ont besoin des restaurants, ils ont besoin des bars, ils ont besoin des cinémas et tout Ils sont à ces côté de leur activités. travail aussi, parfois. Alors aujourd'hui, ils sont souvent aussi en télétravail, donc c'est un petit peu. Mais Encore maintenant, ça baisse un petit Ça peu baisse, quand ça même, le baisse. télétravail. Hein. ça baisse. Et les entreprises remettent les personnes au travail. Oui. Il y a besoin de se retrouver un petit peu, on va dire. Après, il y a ceux qui ont des enfants, des jeunes couples, et donc ils s'éloignent du centre-ville pour avoir de l'espace, des jardins, une qualité de vie, des centres culturels, des centres de sport, des patinoires, des terrains de sport. Et puis il y a ceux qui ont plus âgés, c'est-à-dire dont je fais partie aujourd'hui, et qui eux sortent pour avoir une qualité de vie, justement, de l'air pur, le lac, la montagne ou la mer. Voilà. Et ça, on le voit dans les tendances quand même de segmentation presque des clients en classe d'âge aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de la remontée des taux. Oui. C'est vrai que les taux ont remonté. Là, on s'attend à une petite stabilisation avec la dernière annonce de la Banque Centrale Européenne qui maintient ses taux pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle remontée. Est-ce que cela impacte également les acquéreurs de l'immobilier de prestige ? Absolument. Il y a quand même une partie des acquéreurs qui ont besoin de crédit immobilier. C'est pas tous, bien sûr. Est-ce que vous avez des pourcentages par rapport à ça En fait, c'est plus
C'est plus pour rebondir, c'est que quand on commence, l'étude porte sur essentiellement entre 1 et 5 millions. Plus on est proche de 1, plus on a besoin de prêts. Oui. Plus on est proche de 5, moins on en a besoin. Ouais. C'est tout ou rien. C'est souvent ça. Et donc, non, mais effectivement, ça impacte énormément. Ce qu'on voit surtout, c'est la population qui était proche d'acheter des biens à 1 million ou qui était dans la capacité d'acheter des biens à 1 million il y a peut-être 2 ans. Aujourd'hui, ont perdu énormément en capacité d'achat et d'emprunt. Et on voit des phénomènes où, en fait, il y a certaines villes où les habitants sont plus en capacité d'acheter des biens dans la ville, là où c'était possible avant. On a l'exemple de Cannes, où, en fait, 90% des annonces à Cannes sont inaccessibles pour la population de Cannes, quasi-totalité de la population de Cannes. Donc on est vraiment dans un système de gentrification où en fait les habitants de la zone ou de la ville ne sont plus en capacité d'acheter les biens au prix auquel ils sont affichés aujourd'hui. Donc qui achète les biens à Cannes par exemple ? Des gens qui viennent de la capitale ou des étrangers qui sont en capacité d'acheter. Beaucoup de clients internationaux au Cannes. Ouais. Et alors aujourd'hui, les clients internationaux, vous avez parlé des Américains, est-ce qu'il y a d'autres nationalités qui... L'Europe du Nord. D'accord. Beaucoup, et notamment tout ce qui va être Danemark, Norvège, puisqu'ils ont pas mal de... Il y a des rentes pétrolières et de gaz dans ces régions, donc Ouais. ils ont de l'argent. Les Hollandais, les Belges, les Suisses. Donc les Suisses, on les met un peu souvent dans l'Europe du Nord parce que c'est un peu le même comportement client, même s'ils ne sont pas aussi au nord que ça. Comportement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez comportement ? La Suisse est quasiment un pays d'Europe du Nord dans la mentalité des personnes, en fait, c'est ça. Mmh. Et donc, eux, ils achètent beaucoup là. Voilà. Et le Middle East, évidemment, les Qataris, les gens de Dubaï, viennent investir là. Là où, bien sûr, on a un retrait énorme, c'est toute la clientèle russe et Kazakhstan et tout ce qui appartenait à l'ancien bloc soviétique. Actuellement, on a un retrait énorme là-dessus, évidemment. Et alors aujourd'hui, vous qui êtes du côté de Coldwell Banker, avec l'augmentation des taux, qu'est-ce que vous constatez par rapport à vos clients ? Est-ce qu'il y a une petite baisse d'activité ? Est-ce que... Il y a des négociations qui sont plus longues et des ajustements sur les négociations. Je vais prendre un exemple concret. Il y a 4-5 ans, sur Biarritz, la résidence secondaire, le Parisien qui voulait s'offrir une résidence secondaire à Biarritz, c'était entre 1,2 million et 1,5 million. Il y a 2 ans, la même maison était pâtée plutôt entre 1,7 et 2. Oui, les prix ont flambé à Biarritz. Voilà. Aujourd'hui, ils reviennent dans le budget plutôt 1,2, 1,5. Donc on rechange la courbe parce que finalement ils avaient un besoin d'un peu, peut-être 500, 600 000 euros de crédit complémentaire. Donc finalement on va le retrouver dans la négociation. Et est-ce que les vendeurs jouent le jeu ? Les vendeurs sont libres d'accepter ou pas, bien évidemment. Les vendeurs qui veulent vendre jouent le jeu parce qu'après tout, quand vous êtes vendeur, vous dites voilà, en 10 ans j'ai fait 175% de plus-value. Bon, aujourd'hui finalement j'aurais pas 175, j'aurais 167,2. C'est pas dramatique. Si le vendeur vient d'acheter il y a 2 ans, effectivement, là, celui-là ne sera pas... et qu'il a besoin de réaliser, celui-là va bloquer, évidemment. Je crois l'immobilier, il ne faut jamais oublier, ce sont des cycles favorables aux acheteurs, puis des cycles favorables aux vendeurs, et ainsi de suite. Et c'est une vision moyen-long terme. Alors, c'est vrai que dans l'immobilier classique, on voit en ce moment des annonces revenir et les vendeurs baissent le prix, soit parce qu'il y a eu de la casse au niveau du crédit pour l'acquéreur. Vous qui observez les annonces, est-ce que c'est la même chose pour l'immobilier de prestige ? Est-ce qu'il y a parfois des annonces qui ne trouvent pas preneur, dont on voit le prix baisser ? En fait, ça va arriver pour les biens qui ont besoin de financement. En fait, ceux qui sont en négociation sans conditions suspensives et que la personne peut acheter cash, on ne va pas avoir ce phénomène-là. Donc au-dessus de 5 millions en général, on n'a pas ce phénomène-là. Mais effectivement, des gens qui étaient finançables ou qui ont mis du temps à avoir un accord de la banque ou qu'il y a eu un délai dans le projet, à 3 mois d'écart, les conditions de financement sont complètement différentes et on va avoir des problèmes et des biens qui sont remis à la vente. Oui. Après, bien sûr qu'il y a des corrections, il y a toujours des corrections, parce que très souvent, les mises en vente sont toujours au-dessus de la valeur. Il y a toujours une aspiration avec une ambition du vendeur. Le vendeur a une ambition au moment de dire je vais battre un record, et nous, on est là aussi quelquefois pour l'aider à battre ce record. Donc forcément, il y a des corrections. Après, je vais prendre un exemple. Moi, on ne vit pas ce que vit l'immobilier classique. Dans l'immobilier classique, je vais vous donner juste un exemple qui sort du marché premium. Une annonce immobilière à Neuilly qui était à 760, 770. L'acquéreur avait fait une offre à 730 en juin-juillet. Ça n'était pas accepté. En septembre, l'annonce est passée à 650. Aujourd'hui, elle est à 560. Oui. Voilà.
Donc là, il y a une vraie correction. Il y a une vraie correction là pour Là, le il y a coup. une vraie correction. Après, ça peut. Alors, exemple pour faire Beyoncé et Ben Affleck, ils ont acheté une maison 61 millions à Beverly Hills. Ils l'ont On n'a mis, pas les mêmes. ils l'ont mis en vente à 84. Finalement, ils vendent 39 à l'arrivée. Ils l'ont pas acheté au bon moment. Donc ça peut arriver à tout le monde, des erreurs. Et vous avez un autre exemple comme ça, la maison de Gillo, c'est ça? Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Des gens qui n'ont pas acheté au bon moment. Mais C'est ça, et qui l'ont pas revendu au bon moment. Après, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est pas un produit de spéculation à la base. Hein. C'est un produit de capitalisation. Capitalisation, tout à fait. C'est un produit qui permet de sécuriser du patrimoine, de préparer sa retraite, de sécuriser l'avenir de ses enfants. Et je dirais, une société de propriétaires, c'est une société qui est stable. Alors, Alexis, est-ce que vous pouvez nous donner les villes dans lesquelles ont été réalisées cette étude, justement, avec l'immobilier de prestige? Donc, on a parlé de Paris, évidemment, Oui. Lyon. Donc en Cannes. fait, Cannes, Nice, Aix, Lyon, Marseille, Neuilly et Boulogne pour la région parisienne, mais aussi Annecy, et pour la côte ouest, Biarritz, Bordeaux et Nantes. Donc, avec la ville qui est en tête, justement, concernant ces Alors Cannes, hein. aujourd'hui en tête en termes des prix, oui, en termes de croissance, pardon, c'est Cannes, oui, plus 10% hein, sur les 12 derniers mois. Donc là, on a une vraie croissance suivie de Nice et Aix. Donc, on voit encore que c'est le sud de la France. Hein. Absolument. C'est ceux qui sont le plus dynamiques aujourd'hui sur l'immobilier de haut de gamme. C'est la correction, c'est passé de l'Atlantique, là c'est le sud de France qui reprend des couleurs qui historiquement est. Je dirais il y a deux grands pôles dans l'immobilier de luxe historique, c'est Paris et le sud de France. Alors, on parle beaucoup des Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est dans moins d'un an, dans quelques mois. Et est-ce que ça impacte l'immobilier de prestige parisien? Oui, parce que il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas se défaire de leur appartement aujourd'hui quand ils ont une belle vue sur la Seine et des belles terrasses pour pouvoir les louer pendant les Jeux Olympiques pour la cérémonie d'ouverture. Ah, Et ils sont dans la réflexion, comme à Monaco, lors du Grand Prix, je vais louer ma terrasse 300 ou 400 000 euros à une société qui va faire son cocktail et pour inviter ses clients. Donc il y a beaucoup de clients qui se disent, je préfère attendre la fin des Jeux Olympiques pour profiter de cette opportunité, ce qui fait que ça contribue à raréfier le marché, ce qui contribue forcément à, quoi qu'il arrive, c'est que les prix résistent. donc là, c'est ce que vous constatez sur les biens qui ont vue sur la Seine. Tout à fait. Ça, c'est incroyable. Vous avez des chiffres en ce Oui, sens? ça n'aide pas la rareté des annonces locatives aussi, parce que certains se disent en 2024, je vais pas le mettre en location à long terme, je vais le garder pour moi, je vais le mettre en Airbnb, c'est le bon moment. Je vais faire beaucoup plus de bénéfices qu'une location long terme. Donc nous, on le voit effectivement sur le fait que ça appuie encore plus le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces immobilières locatives en ce moment sur le marché. Et depuis combien de temps? Le retournement de marché, et depuis le début de l'année, on a clairement vu depuis la rentrée dernière des classes, il y avait plein d'étudiants qui n'avaient pas de logement sur Paris, dans les grandes villes. Donc on a clairement vu depuis l'été qu'il y a presque 400 demandes par location maintenant sur les sites internet. Donc Oui, c'est dingue. C'est de la folie en fait dans l'absolu. Hein. Nous on avait regardé parce qu'il y avait un politique qui avait fait une déclaration là-dessus et on est quasiment de rapport de 1 à 10 entre le marché locatif classique et le marché locatif Airbnb aujourd'hui. Alors là, vous parlez, attention, de l'immobilier de prestige et de l'immobilier classique aussi. Hein. Alors en fait, du locatif prestige, et c'est une très petite portion du marché, donc on est obligé de prendre l'intégralité du marché pour voir vraiment des tendances. Mais le prestige, c'est de la même façon, se comporte de la même façon. Les décisions sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, on va réfléchir avant de mettre à 2 000 euros, 2 500 euros un appartement, voire même 5 000 euros dans certains cas, si on est capable de le louer 400 000 euros, la terrasse, pour les Jeux Olympiques. Clairement, on a plus d'intérêt à attendre les Jeux Olympiques pour le Donc mettre en en gros, location. ce que vous nous expliquez, c'est que les JO ont contribué au grippage du marché. Oui, En tout Ça cas, n'aide en pas, marque en tout cas. parisien. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Après, on a des appartements qui sont gardés. On sait qu'on va développer des services de conciergerie autour, comme dans les hôtels, pour des clients qui vont venir qui vont venir un mois à Paris pour les JO et qui vont profiter de cette expérience unique. Et donc, on a pas mal de beaux appartements. Plutôt que comme c'est des clients qui n'ont pas forcément un besoin financier de les vendre pour pouvoir acheter autre chose, ils vous disent on va les louer et on va en profiter. Et alors justement, ça c'était la suite. On parle là de l'utilisation de ces biens. Vous nous avez expliqué qu'il y avait des clients français qui investissaient, des étrangers. C'est quoi l'utilité? Alors Paris et dans toute la France, le but c'est quoi? Avoir un pied-à-terre? C'est un investissement? Le louer? Quel est le but recherché? Alors, très souvent, c'est d'avoir un pied-à-terre. Paris fait rêver. Paris a toujours fait rêver les fortunes du monde entier. C'est-à-dire que la première chose que fait quelqu'un qui a réussi dans la vie à l'étranger, que ce soit un Chinois à l'époque, un Chinois ou un Russe ou un Américain, c'est de se dire j'ai acheté un appartement à Paris. Ils ont tous rêvé avec le Paris d'Amélie Poulain.
Ils ont tous rêvé avec Emily in Paris. Ah oui, ça a contribué Ça a apparemment. contribué à un vrai boom du au retour des succès Américains. de Paris. Voilà. Alors après, quelquefois, malheureusement, ils constatent le pari d'Anne Hidalgo, ce qui n'est pas le même que celui d'Emily. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Et je préférerais avoir Émilie comme maire de Paris. Ça nous aiderait plus. Je pense que ce serait probablement mieux, oui. Voilà. Donc, c'est ça qui fait rêver, parce qu'en fait, ils viennent acheter. En fait, ils viennent acheter un peu de l'histoire de la France, de la culture de la France. La France, c'est les grands vins. La France, c'est la mode. C'est Dior, c'est Saint-Laurent, c'est le groupe Vuitton, c'est les beaux hôtels, c'est les grandes marques de champagne. Donc, quelque part, ils achètent une partie de la culture de la France et ils montrent à leurs amis. Voilà, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui a juste gagné de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui est cultivé, qui a de l'histoire, etc. Ils achètent ce qu'ils n'ont pas. Et pour les autres villes, alors parce que là on parle de Paris qui rayonne à l'international, bon ça a toujours été et ça le sera toujours normalement. Voilà, les étrangers qui achètent à Cannes, à Nice, c'est pareil, c'est un pied-à-terre ou c'est pour faire un investissement. On sait qu'à Nice, les locations en pleine période estivale, ça peut monter très haut, surtout pour les biens d'exception. Alors, tu veux répondre? Ils ont toujours une logique finalement économique, quelque part. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui ont réussi, donc ils ont toujours la notion d'économie ici. Et nous, on a des clients qui vont acheter une très belle propriété à 8, 10, 12 millions, et s'ils n'ont pas l'intention de venir passer l'été, ils vont la louer pour un mois. Ça paiera les frais de gardiennage, ça paiera les impôts, ça paiera la maintenance de la maison pour l'année. D'accord. Voilà. Donc ils ont toujours cette logique-là. Mais c'est vrai que Nice fait partie aussi des destinations qui font rêver. Bien sûr. Vous vouliez réagir, Alexis? Oui, en fait, dans le cas d'investissement dans l'immobilier de prestige, surtout dans le sud de la France, l'objectif n'est pas du locatif ou d'un investissement purement pour générer du revenu. En général, c'est pas des personnes qui en ont besoin. En revanche, effectivement, pour amortir les coûts et amortir les périodes où elles n'est pas occupée, elles vont se retrouver en location saisonnière, etc. Donc, effectivement, en général, ces maisons se retrouvent sur le marché Airbnb ou conciergerie, mais c'est plus dans une dynamique pour amortir les coûts du bien. Vous parliez des conciergeries. Oui, Il y en a de plus en plus. Oui, tout à fait. C'est des services qui se développent. Nous, en tant que corporate banker, c'est des services qu'on a l'habitude d'apporter à nos clients. Quelquefois, on les a pas marketés, quelquefois, on les a pas non plus, mais ça nous arrive de réserver un coiffeur ou un restaurant pour des clients, comme leur organiser un déplacement à Deauville pour le week-end. Ça fait partie de notre job. Ça fait partie de l'accompagnement. Et justement, ces conciergeries, qu'est-ce qu'elles proposent comme service pour un bien, par exemple, une villa à Nice qu'on veut Ça va de tout service. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on retrouve aujourd'hui, quand on est vraiment là dans le grand luxe, c'est-à-dire que là, on passe dans le grand luxe, ultra luxe, il faut qu'on retrouve tous les services hôteliers. C'est-à-dire que cette clientèle sur le grand luxe, c'est plus une clientèle qui va qui se déplace en première en avion, c'est une clientèle qui se déplace en jet. Donc, le jet, c'est la classe première plus. Avec ça va pas plaire aux écolos. Pas très... On est d'accord. Mais l'immobilier de luxe, c'était pas forcément le secteur le plus écologique. Et c'est pareil dans les grands hôtels. Dans les grands hôtels, on a tout le service. Ils ont besoin de retrouver les petits déjeuners soient faits le matin. Ils ont besoin que les dîners soient organisés le soir, que les courses soient faites. Et donc, c'est tout ce service autour, comme s'ils étaient à l'hôtel, mais ils sont chez eux. Allez, on va bientôt terminer. Juste avant, on parle beaucoup de la rénovation énergétique pour l'immobilier classique. Est-ce que l'immobilier de prestige est aussi concerné ? En général, l'immobilier de prestige le bâti est extrêmement qualitatif, assez souvent. Donc du coup, c'est un sujet de base, mais ça fait partie du prestige et de la prestation qui est offerte par la construction et par le bien. Donc il va y avoir effectivement des sujets. Il y a beaucoup de biens qui étaient anciens, qui ont nécessité des rénovations. Mais on n'est pas dans la même dynamique de la rénovation énergétique pour une location ou pour être dans la réglementation, mais c'est plus pour offrir l'expérience client attendue, c'est-à-dire une bonne isolation, un bon chauffage, etc. On est plus dans cette dimension-là. Dans le confort. Dans le confort, exactement. Oui, dans le confort. Et puis de toute façon, très souvent, alors évidemment, vous achetez un très beau château ancien médiéval, vous vous doutez bien que la performance énergétique n'a pas été prise en considération au moment de la construction. Il fait très froid en général dans les châteaux. Après, c'est une clientèle qui va de toute façon faire des travaux. Ouais. Donc de toute façon, il y a des architectes d'intérieur, des architectes qui vont complètement rénover si ça n'est pas fait. Soit ils achètent complètement rénové parce qu'ils ne veulent pas faire de travaux, et dans ce cas-là, le sujet a déjà été traité, soit ils ont l'intention de toute façon de faire des travaux, et d'énormes travaux souvent, et à partir de là, le sujet va être traité. Donc la rénovation énergétique, pour vos clients, ce n'est pas un frein à l'achat. Un frein, ils ne vous demandent pas la lettre, le logement, le DPE Non.
Non. En général, c'est pas la question. C'est pas le principal critère. Allez, dernière question. Où faut-il acheter Quel est le meilleur endroit pour faire un bon investissement en immobilier de prestige? Dans une agence Coldwell Banker. Ça, c'est noté, on viendra vous voir. Mais peut-être une ville, vous l'avez dit, la Côte d'Azur. On termine là-dessus. Il y a la montagne, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est Il ne vrai. faut pas oublier Chamonix. Par exemple, Megève. Chamonix, j'aime bien Chamonix parce que c'est une ville qui est mondiale, qui a comme Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est une marque mondiale, comme Monaco est une marque mondiale, même si Monaco n'est pas France, c'est pas la France, hein, c'est un pays. Et Chamonix, parce que pour 12 mois par an, vous avez une véritable activité. Je dirais, c'est jamais fermé comme station, alors que certaines autres stations ne sont ouvertes que 6 à 7 mois. Et c'est vrai que Megève est aussi une station qui vit 12 mois dans l'année. En Ultralux, il y a ici Courchevel, qui était très apprécié par les Russes. Est-ce que c'est moins d'actualité? C'était presque une ville russe, Courchevel, ces dernières années. C'est une ville qui est aujourd'hui peut-être un peu plus calme. Ouais. Et d'autres investisseurs étrangers, peut-être, qui vont remplacer les Russes? Les Américains, non? Oui, les Américains aiment beaucoup Chamonix. Chamonix parce que... C'est plus familial, peut-être? C'est connu mondialement à cause du Mont Blanc. Des alpinistes, il y a eu des films, il y a eu des tas de choses. C'est pour ça que je vous dis c'est une marque mondiale comme Saint-Tropez. Qui rayonne à l'international. Voilà. Et Saint-Tropez reste aussi, tout le golfe de Saint-Tropez reste aussi, là vous avez vraiment les grandes fortunes mondiales qui investissent là, hein, quoi qu'il arrive. Saint-Tropez d'ailleurs, juste avant de finir, il y a eu une baisse des prix concernant l'immobilier de prestige ou pas du tout? En fait, Saint-Tropez est un tout petit marché, micro-marché, donc on n'a pas inclus dans l'étude, mais c'est au même titre que Nice. la Côte et que Cannes, qui est pas très loin. On a effectivement une hausse dans ce milieu. Eh bien, merci infiniment à vous deux. La table ronde touche à sa fin. Merci Laurent Demeure, merci Alexis Radjabi pour cette émission sur l'immobilier de prestige. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.